bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter un spectacle un peu spécial qui s'appelle une conférence gesticulée. Alors, juste pour savoir combien de personnes dans la salle savent déjà ce qu'est une conférence gesticulée. Ouais, même pas une dizaine. Bon. Alors, en fait, une conférence gesticulée, c'est un spectacle un peu particulier. C'est-à-dire qu'en gros, on va mélanger deux choses, du savoir chaud et du savoir froid. Alors, le savoir chaud, c'est quoi? En fait, c'est le savoir qu'on a tous, hein, c'est du savoir par expérience, c'est du savoir personnel. Ce qu'on a vécu, ce qu'on a compris, comment on l'a interprété, tout ça, c'est du savoir chaud. C'est pas du savoir académique, c'est pas du savoir, si vous voulez, qu'on peut dispenser en cours. Et il y a le savoir froid, c'est ça, c'est le savoir académique, le savoir plus institutionnel, universitaire. Si vous allez à une conférence d'histoire, c'est du savoir froid. Là, on a mélangé les deux, on a du savoir tiède, si vous voulez. C'est un peu chaud, un peu froid. Donc, je vais vous parler d'histoire. C'est là, hein, l'histoire, de roman national, mais aussi de moi. Et donc, le mélange des deux, un petit peu, voilà. Donc, ça, c'est pas une conférence sur l'histoire. Il y a des historiens dans la salle, il y aura des imprécisions historiques. Je me permets. J'ai un petit panneau, c'est un peu plus compliqué que ça. Lorsque je parle d'histoire, il faut bien retenir, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. C'est un professeur qui nous a dit ça, c'est très facile, l'histoire, quand vous avez fini de comprendre, il faut se dire, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc, n'oublions pas, hein, ça sera toujours un peu plus compliqué que ce que je vais dire. Mais je ne fais qu'une heure et quart, sinon il faudrait 4 heures. Et promis, je ne le fais pas. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Et on peut commencer. Donc, on l'a dit, moi, je m'appelle Valentin Grunenwald et je viens d'Obermorschwiller. Du coup, vous connaissez Obermorschwiller. Hein. Oui, mais d'habitude, je le joue à Paris ou dans le Poitou, là, ils ne connaissent pas. Alors, Obermorschwiller, j'y suis né. J'y ai vécu jusqu'à mes 21 ans. Donc, ça veut dire que j'ai fait la maternelle à Emlingen. Emlingen, c'est le village à côté. J'ai fait la primaire ici, dans l'école, en face de chez moi. Donc, je traversais la rue, hein, littéralement, pour aller à l'école. L'institutrice, c'était la voisine. C'est celle qui nous gardait quand on était petits. L'instituteur, c'était le voisin de la rue d'après. Et puis un jour dans ma vie, je suis allé au collège. Le collège d'Altkirch. Alors on dirait pas là comme ça, mais 900 élèves dans le collège. Il y a 400 habitants à Obermorschwiller. Il y a 2 fois plus d'élèves qu'il n'y a d'habitants dans mon village. De mon âge, on était 6. Dans la classe, on était 20. On mélangeait CM1 et CM2. Là, j'arrive dans une classe de 30 élèves, il y a 40 profs différents dans le collège, 900 élèves. Le jour où je suis allé au collège, j'étais pas à l'aise, si vous voulez. Mais j'avais un coup de bol, mais vraiment de fou, je connaissais 2 profs. Il y avait la prof de musique, c'était la mère d'un ami, et un prof d'histoire. Lui, c'était un ami de la famille. Et la première année, et c'est pas une blague, vraiment en 6e, je les ai eus les 2. Ça rassure, hein. Alors, je suis allé donc à mon premier cours d'histoire. Alors, on avait fait de l'histoire avant, bien sûr, on fait de l'histoire à l'école, mais c'est pas ce cours, si vous voulez, juste un cours où vous avez un prof que pour faire de l'histoire. Là, c'est ce qui s'est passé. Alors, ce premier cours, je me rappelle très très bien. Je suis rentré dans la salle, le prof arrive, je le reconnais, c'est Jacques. J'ai déjà dormi chez lui. Et il arrive, il dit « Bonjour à tous, je m'appelle Jacques Schildknecht. Schild, ça veut dire bouclier, Knecht, ça veut dire valet. Traduit littéralement, ça veut dire valet de bouclier. Ça veut dire l'écuyer, c'est donc celui qui portait l'écu du chevalier. » Alors là, waouh! Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce cours-là? Et ce premier cours, il nous a projeté un tableau. Et il nous a demandé, simplement, il nous a dit « Est-ce que vous pourriez le décrire ?» Alors nous, là, on l'a fait. On a dit « Ça représente une femme. Elle regarde vers la gauche. Elle tient une fleur. Elle est bien habillée. Oui. » Alors, évidemment, il nous aiguillait un peu. Il a dit « Et autour, il y a quoi ?» Des cailloux. Ça a l'air cassé. Et elle a l'air comment? Est-ce qu'elle a l'air triste, heureuse? Elle n'a pas l'air heureuse, non. Elle a l'air triste. Puis là, il nous a dit « Ce tableau, ça représente la belle Hélène. » Est-ce que vous voyez qui c'est la belle Hélène? Et là,
Pendant 1 heure, il nous a raconté la guerre de Troie. Il ne nous l'a pas expliqué, il ne nous a pas fait un cours, il nous a raconté la guerre de Troie pendant 1 heure. Mais tout, la pomme de la discorde, Ménélas, Ajax, Agamemnon, Achille, Hector, tout. Quand la cloche a sonné, moi je ne voulais plus partir. J'avais vécu la guerre de Troie. Je suis sorti de ce cours-là, et alors je ne le savais pas encore, hein, j'avais 10 ans à l'époque, mais en fait, je voulais être prof d'histoire. Je voulais faire ça, je voulais être capable de faire un cours comme ça. Alors là, maintenant, j'ai 30 ans et je ne suis pas devenu professeur d'histoire. Et en fait, c'est ce que je suis venu vous raconter. Voilà. Comment je ne suis pas devenu professeur d'histoire et pourquoi. Et pourquoi l'histoire, finalement, j'ai découvert qu'il y a un peu des vilaines choses dedans qui ne sont pas très sympas. Alors, du coup, on va parler d'histoire, on va parler de moi aussi un petit peu. Et comme on a une petite déformation en histoire, hein, les historiens connaissent bien, il faut définir. Il faut tout définir avant de parler. Donc on va parler d'histoire, mais j'aimerais bien d'abord qu'on définisse ce qu'est l'histoire. Et parce qu'on pense savoir, mais peut-être pas. Sauf que j'ai dit, hein, on n'est pas dans une conférence, hein, c'est pas un cours magistral, je ne vais pas vous faire 2 heures. Là, hein, donc on va faire la définition de l'histoire, mais on va y aller tranquillement, petit à petit. Et puis si on fait une conférence gesticulée, c'est qu'on parle de nous. Donc moi je vais parler de quelque chose que j'aime bien, et c'est la tour d'Obermarschwiller. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter la tour d'Aubert, et puis évidemment on va construire aussi une petite définition de l'histoire. On fera les deux en parallèle, comme ça, voilà, ça donnera un petit peu de rythme. Alors, je vais commencer par la tour d'Aubert, que je vous présente ici, qui est donc construite en 1267, on le sait par dendrochronologie, hein, donc c'est l'étude des bouts de bois de structure de la tour. En fait, on carotte les poutres et on vérifie les cernes du bois, les anneaux. Et on regarde un petit peu quand est-ce qu'on peut le replacer dans l'histoire, et puis du coup on sait à quel moment on a coupé le bois. Et donc la tour est datée de 1267, ce qui est respectable, elle a plus de 750 ans quand même. Et la tour d'Aubert est construite sur 4 niveaux successifs, qu'on va explorer petit à petit. Alors, le premier niveau, hein, c'est le rez-de-chaussée ici, donc c'est un niveau où il y a une fenêtre unique, et je vais me permettre de la tourner. L'entrée est située à l'arrière. Alors, cette entrée, en fait, elle est située à l'opposé de la deuxième entrée de la tour, parce que le rez-de-chaussée, alors c'est très bien fait, on peut l'ouvrir, hein, c'est une chapelle. Alors, c'était une chapelle, hein, et ça, c'est aussi un rez-de-chaussée voûté en pierre. Alors déjà, il faut resituer dans le contexte. On est en 1267, la pierre, c'est cher. C'est pas anodin, construire en pierre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est pas le premier venu qui a fait ça. Et surtout, c'est un rez-de-chaussée voûté en pierre sans escalier. Parce qu'en fait, l'entrée ici, c'est pas pour monter dans la tour. En gros, ça, c'est un rez-de-chaussée qui permet de solidifier une tour. Parce que, déjà, un bâti en pierre, ça tient bien. Mais surtout, si maintenant quelqu'un veut prendre d'assaut la tour, il peut venir avec un bélier, il enfonce la porte, puis là, il est dans une chapelle, et qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas monter, il n'y a pas d'escalier. Il ne peut pas foutre le feu à la tour, c'est de la pierre, ça ne brûle pas. Donc il est coincé dans la chapelle. Après, il peut tout saccager, mais c'est pas grave. Les étages supérieurs sont protégés. En fait, le rez-de-chaussée de la tour d'Aubert, c'est un modèle de construction défensif. Ça permet d'éviter une invasion. Alors, on imagine invasion d'un autre pays. Les paysans qui sont dans le coin peuvent se révolter aussi. Hein. Donc, c'est pour se protéger de tout le monde. Voilà. Donc, en fait, le rez-de-chaussée de la tour d'Aubert, c'est simplement ça. C'est une fondation bien solide sur laquelle on peut bâtir une tour qui dure. Alors, je vous propose qu'on commence à construire la définition de l'histoire. Mais on va y aller doucement. On va commencer par faire une fondation basique et solide. Alors, la meilleure façon pour moi de définir l'histoire, à la base, ça m'est venu en regardant des poules. Parce que chez mes parents, il y a des poules. Et un jour, je suis rentré, je les regardais. J'étais sorti de la fac d'histoire, et là, je me dis, mais c'est fou, ça. Une poule, ça fait pas d'histoire. Oui, parce qu'en fait, l'histoire, elle est humaine. J'ai dit, on commence doucement, hein, on y va petit à petit. Hein. L'histoire, elle est humaine. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire, c'est fait par les humains. Bon, jusqu'à là, on n'a pas beaucoup avancé. Mais en fait, surtout, l'histoire, c'est l'histoire des humains. Oui, parce que l'histoire d'une poule, ça n'existe pas. Je veux dire, si on cherche à savoir comment la poule est arrivée là, il faut bien qu'il y ait un humain.
Je veux dire, si on fait juste comment la poule a évolué, c'est de la biologie, c'est pas de l'histoire. Si je fais l'histoire d'un caillou, c'est l'histoire de comment l'humain utilise ce caillou. Je veux dire, le marbre, comment ça se forme, c'est de la géologie. L'histoire du marbre, c'est comment l'humain a compris utiliser le marbre. En fait, l'histoire, c'est de l'humain partout. L'histoire, ça n'est que humain. On commence doucement, hein, vraiment, on y va petit à petit. Alors, cela dit, il y a quand même un petit détail. Hein. L'humain n'est pas parfait, ce qui voudrait dire que l'histoire ne serait pas non... J'avance un peu là, c'est bon. Je voulais faire prof d'histoire, mais je ne le savais pas à l'époque. Hein. Après le collège, je suis arrivé au lycée. Et la première année, j'ai eu un prof, que je ne nommerai pas parce que certains peuvent le connaître. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, vraiment. Mais il ne m'aimait pas. Je suis rentré dans son cours, et ce type-là m'a dit, toi, je vais te foutre des sales notes. J'ai eu que des mauvaises notes toute l'année. Mais alors, des sales notes, hein, vraiment, la moyenne a plongé. Hein. À un moment donné, je trichais. J'avais les corrigés de l'année d'avant. Je les apprenais par cœur. J'avais pas une bonne note. Je lui montrais, je disais, excusez-moi, mais dans le corrigé, il y a 2 phrases. Je les ai mis les 2, vous m'avez mis 1 point sur 4. Bon, il a changé, il m'a mis 1,5 point sur 4. Hein. Ma mère, elle l'a rencontré au cours d'un conseil parent-professeur, elle a dit, non mais cherche pas, c'est un con. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Bah vous savez quoi? Ce prof-là, 1 an que je l'ai eu, 1 an que j'ai dû me taper ce prof, hein, bah il m'a pas dégoûté de l'histoire. C'était même pire, en sortant, je voulais faire de l'histoire, genre en mode, hein, je la fais mieux que toi. Na! Bon, je parle beaucoup, mais on va quand même continuer la tour d'Aubert, hein, parce que sinon, ça va prendre toute la soirée. Alors, le premier étage de la tour d'Aubert, c'est plus ou moins l'entrée vraiment de la tour d'Aubert. C'est un escalier en bois, un petit balcon toujours en bois, et une porte par laquelle on rentre dans la structure. Alors, en bois, évidemment, pourquoi? Déjà, le bois, c'est pas cher. Et puis surtout, un escalier en bois, quand il y a quelqu'un qui arrive, vous mettez un coup de pied dedans, et hop, il y a tout qui tombe. Essayez de rentrer. Alors, c'est le premier étage. C'est un étage qui est très intéressant, puisque sur le côté, alors vous voyez peut-être pas très bien derrière, il y a des fenêtres. Alors, c'est pas très symétrique sur la tour d'Aubert. Au Moyen-Âge, la symétrie, c'est pas encore dans les mœurs. On fait des ouvertures là où il faut, là où on peut, on verra plus tard pour l'esthétique. Donc, il y a des fenêtres, et ces fenêtres, en fait, sont importantes, puisque ici, alors ça ne se voit pas très bien, mais c'est un logement. Alors, un logement pour qui? On n'est pas certain, on soupçonne. C'est pas très grand, hein, c'est assez petit, donc c'est pas un logement seigneurial, hein, donc c'est pas une tour visiblement d'habitation seigneuriale. Ça serait plutôt un logis de corps de garde, quelque chose qui garderait la tour, simplement. Et les 2 fenêtres ici, sur cette façade, sont très importantes, puisqu'en fait, c'est des fenêtres qui sont avec des bancs. Alors il y en a peut-être qui l'ont déjà vu dans les vieilles maisons, les murs sont tellement épais qu'on faisait souvent des bancs dans le mur au niveau de la fenêtre. Ça permet de s'asseoir à la fenêtre, et puis on peut avoir la lumière sur ce qu'on fait quand on veut lire, quand on veut écrire quelque chose. Et surtout, ça permet de surveiller à l'extérieur, puisqu'en fait il y avait un mur d'enceinte autour de la tour lors de sa construction, et probablement que c'était pour surveiller les allées-venues. Ça donnait plus ou moins vers l'entrée du mur d'enceinte. Donc en fait, ça serait un logis, un corps de garde, de surveillance. Encore une fois, on n'est pas certain de toute l'utilisation, mais c'est ce qu'on a de gros soupçons. Là où je dis qu'on a des gros soupçons, c'est qu'il y avait une cheminée à l'époque. Il y a la trace en fait d'une cheminée dans le mur. Une cheminée, ça indique que quelqu'un fait du feu. Hein. C'est fait pour ça. Or, c'est un peu compliqué de faire une cheminée, ça ne se construit pas n'importe où, ça peut mettre le feu au bâtiment, donc ça ne se construit que quand on en a vraiment besoin. Donc si c'est juste des gens qui passent, il n'y aurait probablement pas eu de cheminée. C'est donc vraiment que quelqu'un devait vivre sur place. Après qui, malheureusement, on n'a pas toutes les données sur la tour d'Aubert. Par contre, le banc, là, c'est assez intéressant à voir, parce qu'encore aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a des... C'était un peu gravé, enfin, comme les graffitis sur les bancs de fac, hein, vous savez, c'est un peu la même idée, hein, je veux dire, je ne sais pas ce qu'il y avait marqué, mais je soupçonne très fortement. Alors, l'histoire, donc, c'est déjà humain. Très bien. Mais ça a aussi un début. Oui, parce que l'histoire, c'est pas tout le temps. D'abord, il y a la préhistoire, avant l'histoire, puis après, il y a l'histoire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment entre les deux où il faut bien que l'on choisisse entre le moment où ça passe de la préhistoire à l'histoire. Est-ce que vous le connaissez? L'écriture. L'histoire, elle est écrite. Très facile. Avant l'écriture, préhistoire, après, histoire. C'est simple, hein? Alors attendez, moi j'ai plein de questions là, parce que là d'un coup il y a plein de problèmes.
Il se passe quoi quand on n'écrit pas? Non, parce qu'en fait, ça arrive, hein, dans l'histoire, il y a des gens qui n'écrivaient pas. D'ailleurs, c'est même la majorité. Du coup, ils sont dans l'histoire ou pas? Alors, parce qu'on peut penser au niveau individuel, hein, je veux dire, il y a des individus qui n'écrivent pas. Oui, mais il y a même des peuples qui n'écrivent pas. Et ce, quand les autres écrivent. On a un très bon exemple. Les Gaulois. Les Gaulois, ils connaissent l'écriture. Tout le monde connaît l'écriture autour d'eux. Les Romains écrivent, les Grecs écrivent, plein d'autres peuplades connaissent l'écriture. Mais les Gaulois, eux, c'est pas dans leur culture d'écrire. Du coup, les Gaulois, c'est dans l'histoire ou dans la préhistoire? Parce que le pire, c'est qu'en fait, on a trouvé des infos sur les Gaulois. Il y en a plein dans les textes romains. Alors, curieusement, c'est pas les plus fiables. En gros, si vous voulez, c'est comme si on étudiait la Seconde Guerre mondiale, mais que du point de vue des Allemands. C'est un peu bizarre parce que du coup, les Français, ça serait un peu étrange. Enfin, ça pose un peu problème. Alors, c'est une question rhétorique de savoir si c'est dans l'histoire ou pas. Hein. Je veux dire, il y a toujours un peu des débats là-dessus. Et les Gaulois, c'est pas le pire. Non, parce qu'il y a des peuplades, on allait les massacrer, et du coup, maintenant, on n'arrive plus à lire ce qu'ils ont laissé. Du côté des Amériques, notamment, il y a beaucoup de peuplades on a des textes, mais on ne sait pas les lire. Alors, pour les États-Unis, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas de préhistoire, c'est précolombien. Rien à voir. Voilà. Mais c'est à peu près pareil. Si vous n'avez pas beaucoup de textes, on n'arrive pas à les lire, donc on peut l'étudier, mais c'est compliqué. C'est compliqué l'histoire. Hein. On est au deuxième mot. Hein. Il y en a encore deux autres après. Alors, moi, j'ai fini mon lycée par une prof qui était géniale. Parce qu'après, l'autre, qui était vraiment pas bien, j'ai eu une prof super. J'aimais déjà beaucoup l'histoire, mais avec elle, moi, je trouvais ça extraordinaire. Et au bout de 2 années, terminale, le bac. Et là, la fameuse question, tu veux faire quoi l'année prochaine? Et puis moi, évidemment, qu'est-ce que je dis? Je veux faire histoire. Et là, la prof, elle m'a dit, ah mais ne fais jamais histoire. Alors, j'ai essayé de la retrouver, la prof, pour les besoins de cette conférence. Je ne sais pas si j'étais vraiment mauvais à ce point-là, ou s'il fallait vraiment pas faire histoire. Mais bon, je me suis dit, elle s'y connaît. Je l'ai écoutée. Je ne suis pas allé en fac d'histoire. Pendant une année, pendant laquelle je me suis fait chier comme un rat mort, puis après je suis allé en fac d'histoire. Voilà. Donc comme quoi, il ne faut pas écouter les profs. Alors, le troisième étage de la tour d'Aubert, c'est l'étage qui explique pourquoi il y a une tour d'Aubert, enfin pourquoi il y a une tour à Aubert-Morschwiller. Enfin, une des raisons. En fait, le troisième étage, c'est un grenier. Un grenier à grains, plus exactement. Alors, ça a l'air anodin comme ça, mais les greniers, c'est très, très, très important à l'époque. Parce qu'on est en 1267, encore une fois, on est en plein Moyen-Âge, hein, c'est la fin du Moyen-Âge, enfin la fin, il y a encore 200 ans, hein, et à l'époque, contrairement à aujourd'hui, tout le monde ne paye pas forcément en monnaie. En fait, la plupart des gens peuvent payer en grains. C'est d'ailleurs même comme ça qu'est récolté la plupart du temps l'impôt. Ce que ça veut dire, c'est qu'un seigneur local, ce qu'il doit faire, c'est collecter l'impôt en fonction du grain. Bah, du coup, pour ça, il faut d'abord le rassembler. Hein. On compte combien il y a, on prend la part, sachant que les parts à l'époque étaient en pourcentage. Par exemple, la dîme, c'est 1/10 de ce qu'on a gagné, donc récolté. Et donc, on le stocke ici. Alors, déjà, il faut imaginer, c'est pas non plus un truc qu'on faisait contre la volonté des populations. Hein. Le grain, ici, il est à l'abri des souris, il est à l'abri des oiseaux, il est à l'abri des voleurs. Ouais, parce que le grain, si tu le gardes dans le grenier, quelqu'un peut bien te le piquer. Mais aussi, ça permet de le redistribuer. Parce qu'à l'époque, il peut y avoir des mauvaises récoltes. Il peut y avoir des moments où il y a un petit peu la famine. Et dans ce cas-là, on centralise le grain et on le redistribue à la population. C'est aussi là qu'on va garder la graine. La graine, c'est le grain qu'on va planter l'année d'après. Parce qu'on ne va pas tout manger. Le problème qu'il y a, c'est que si on laisse les gens garder leur grain et qu'il n'y a pas beaucoup de récoltes, ils vont le bouffer quand ils ont faim. Donc on va garder tout ce qu'il faut pour planter l'année d'après. Donc en fait, la tour d'Aubert, c'est un peu une sécurité. Alors soyons honnêtes, hein, avant tout pour le seigneur, hein, évidemment. Celui qui veut l'impôt, il sait toujours comment le trouver. Mais donc, la tour d'Aubert, ça serait un grand grenier, tout simplement, fortifié, qui avait donc cette vocation. Alors, un grenier ici, ça veut dire probablement que le seigneur n'habitait pas sur place, parce qu'on ne construit pas forcément un grenier comme ça, juste à côté de chez soi. C'est probablement qu'il était ailleurs, et donc il a installé ici un truc qui centralise le grain, et ensuite on peut le récupérer. Encore une fois, c'est des hypothèses, il peut y avoir plein de configurations possibles. Et donc voilà, la tour d'Aubert, c'est un énorme grenier. En histoire aussi, on a un grenier, mais un grenier de mots. L'histoire
l'histoire, c'est conceptuel. Alors, il ne faut pas avoir peur de ce mot, hein, c'est très simple. Moi, je l'ai compris le jour où en fac, il y a une prof qui m'a rendu ma copie, qui m'a dit vous n'avez rien compris à ce que c'est un moine. Puis moi, quand même, si, c'est le mec, là, il est tondu en haut, il prie toute la journée. Elle dit non, 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 non. Ça, c'est un moine aujourd'hui. Le texte, il parle du XVIe siècle. Ça veut dire quoi, un moine au XVIe siècle? Et c'est là que j'ai compris le concept. En fait, le concept, c'est génial. C'est le truc qui fait que les historiens sont chiants. J'aimerais bien étudier la place de la femme au Moyen-Âge. Stop! C'est quoi la place? C'est quoi la femme? C'est quoi le Moyen-Âge? Définis-moi tout ça. Parce qu'en fait, les mots, ils changent de sens. Ils évoluent au fil du temps. Dans la salle, on est tous capables de comprendre que quand nos grands-parents disaient « j'habite à la campagne » et quand nous on dit « j'habite à la campagne », ça n'a pas du tout le même sens derrière. Ça ne véhicule pas les mêmes images et les mêmes idées. Et là, je parle de nos grands-parents et nous. Je vous laisse imaginer quand on a 1000 ans, 2000 ans de séparation. Et en gros, il faut tout le temps définir tout en histoire. C'est génial. Un historien, ça a 30 dictionnaires chez lui, pour chaque période. Alors ça, c'est une abbaye. Stop! C'est quoi une abbaye? Comment tu le définis? Dans cet emplacement-là, très bien. Dans ce pays-là, ça veut dire quoi? Et ce qui est génial, c'est qu'on découvre que les mots, non seulement ils changent de sens, mais en plus, il y en a qui disparaissent, et il y en a qui apparaissent. Et là, du coup, oh, waouh! L'homosexualité, c'est un mot qu'on invente au XIXe siècle. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas avant, hein, l'homosexualité, ça existait. Mais ça veut dire qu'on ne le comprend pas pareil. Et à partir de là, comment vous voulez étudier l'homosexualité? Les gens, ils ne le comprennent même pas avant. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on ne comprend pas pareil. Et donc, comment on l'étudie? Déjà, il faut définir ce qu'on est en train de dire. Et c'est ça qui est génial, parce que du coup, avant d'étudier, vous devez définir ce que vous étudiez et expliquer ce que vous venez de définir. Et après, une fois que tout le monde a compris de quoi on va parler et se limiter, on essaie de comprendre comment eux le comprenaient. C'est clair? Non? Bon, voilà. Vous voyez, c'est l'idée. Voilà, c'est conceptuel. Mais ce qui est génial, c'est que ça veut dire que vous ne pouvez pas comprendre le passé sans comprendre comment les gens du passé le comprenaient eux-mêmes. Allez, si je vous ai perdu, c'est normal. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, un historien, il essaie déjà de comprendre ce qu'il comprend, de ce qu'il a vu. Et comment les gens à l'époque le comprenaient, hein, encore une fois. C'est compliqué de faire de l'histoire. Hein. Ah, moi, je trouve ça passionnant. Hein, mais il faut se manger ça. Hein. Je vous ai dit, moi, j'ai fini le lycée. Et finalement, je suis quand même allé en fac d'histoire. À Mulhouse. C'était génial. 150 élèves la première année, 20 la deuxième. Flac. On est tellement peu nombreux, les profs nous connaissent. C'est génial. Il y a un prof qui nous demande ce qu'on veut apprendre. Première fois de ma vie. Vous voulez faire quoi cette année? C'est toi qui sais, enfin, je veux dire, c'est ton boulot. Enfin. Et puis on a étudié de ces trucs. C'était génial. J'ai fini la licence, je l'ai eu. Ah ben, je vais en master. Et là, je vais à Strasbourg, la grande ville. On va faire le master enseignement là-bas. Et là, premier cours, 350 élèves dans un amphi de 150 places. Il y a des gens assis par terre, dans l'allée, dans les escaliers. On refuse des gens dans la salle. Ah ouais. Premier cours, je ramasse ce que vous avez fait. Je ne savais pas, c'était pas sur le truc. Ah merde, j'ai rien fait, j'ai rien préparé. La panique. Je comprends rien. Deuxième cours, 150 places dans l'amphi, 350 élèves. La moitié n'ont même pas le droit de rentrer. Mais qu'est-ce que c'est que ce... qu'est-ce qu'on va faire pendant un an? Les TD, 40 places, 80 élèves dans un TD, on ramène les tables et les chaises entre les cours. Mais c'est incompréhensible. Ça dure une semaine. Hein. Pendant une semaine, je panique. Je sais que je vais avoir des zéros parce que je n'ai pas rendu. Je comprends rien. Puis au bout d'une semaine, on a une prof, quand elle nous voit rentrer avec les tables et les chaises dans la salle, elle dit « Oh, mais maintenant, il y en a marre! Ceux de l'année dernière, vous foutez le camp, les autres, je vous explique. » Et elle nous a expliqué. Elle m'a sorti une phrase, enfin, elle nous a sorti une phrase, ça m'a marqué. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais encore aujourd'hui, je me rappelle très bien de ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit, et je la cite, « Partez, vous vous faites enculer. » Fin de citation. Alors, en gros, il y avait un master. Alors, le master, c'est 2 années. Hein. La licence, c'est 3 ans, puis le master, 2 ans. À la fin du master, vous passez une validation de master, hein, donc je ne sais plus comment on l'appelle exactement, et vous passez donc l'examen du master, et vous l'avez. Sauf que le master enseignement, c'est pas que ça.
il y a le CAPES. Ah oui, c'est le concours de la fonction professorale. Alors, rien à voir avec le master, hein, c'est un truc à part, c'est pour le concours de la fonction publique, mais il faut avoir le master pour valider le CAPES. Voilà. Donc ça fait que vous passez le master et le CAPES en deuxième année. Et là, ils se sont dit, ça fait beaucoup quand même, 2 examens en 1 an. Du coup, ils ont décidé de décaler le CAPES en première année de master. Et là, du coup, il y avait des deuxièmes années qui allaient passer le CAPES et des premières années. Parce qu'ils n'allaient pas dire aux deuxième années, eh, pas de bol, il fallait rester en première. Bah non, ils les ont fait passer aussi. Le CAPES, c'est un concours. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les meilleurs obtiennent les places. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une bonne note, c'est pas important. Il faut avoir une meilleure note que les autres. Cette année-là, les deuxièmes années de master et les premières années l'ont passé. Certains avaient bossé 2 ans le sujet, d'autres 1 an. À votre avis, qui a eu le plus grand nombre de places? Les deuxièmes années. Ah oui, ils ont eu les places. Mais du coup, ils ont fait quoi les premières années? Ils ont redoublé, évidemment. Et le CAPES en première année, on vient de le dire. S'ils passent en deuxième, ils ne peuvent plus le faire. Ils ont tous redoublé. Et là, moi, je suis arrivé. Et donc, en fait, il y a tous les redoublants de l'année dernière. Et là, la prof, elle nous dit, mais ça ne sert à rien de venir. Les autres, ils ont 1 an d'avance sur les sujets. 1 an de travail. Vous êtes à la ramasse. Ça ne sert à rien de rester. Vous ne rattraperez pas 1 an. C'est impossible. Vous allez bosser comme des ânes pendant 1 an. Au bout d'1 an, vous n'aurez pas le concours parce que les autres, ils ont plus travaillé que vous. Vous vous grillez une chance de faire le master, le CAPES. On peut le faire que 2 fois. Et en plus, l'année prochaine, vous serez au même niveau que les autres. Donc partez. Ça ne sert à rien de rester. Alors, vous prenez bien conscience que si on était tous partis et revenus l'année d'après, en fait, on serait venus en même temps que les licences, ça n'aurait rien changé. Du coup, moi, je suis parti. J'ai fait 1 semaine en master enseignement. Et puis, je suis allé faire autre chose, et finalement, j'ai plus jamais fait de master en histoire. J'ai même plus jamais pris de cours sur les bancs d'histoire. Mais ça, c'est la suite de la conf, et je vais d'abord finir la tour, parce que sinon, je crois qu'on va y passer des heures. Alors, le 4e et dernier étage de la tour d'Aubert, c'est un balcon. Un balcon d'observation. Alors, pour ceux qui ne le savent pas vraiment, Aubert-Morschwiller, c'est une colline, un peu en fer à cheval, et de ici, en gros, vous avez une vue panoramique. Je suis déjà monté ici, c'est magique. Vous voyez, mais vraiment hyper loin. C'est un balcon qui permet d'observer toutes les allées et venues. Alors, qu'est-ce qu'on observait exactement? On n'est pas sûr. J'ai une théorie, c'est qu'il y a 2 routes qui font la crête des collines au niveau d'Aubert, et je me demande si Aubert n'est pas un point de croisement qui relie 2 routes. Donc en gros, ça aurait été une surveillance de 2 routes, sachant que ici, dans le coin, il y avait les seigneurs de Lanzer, de Steinbrunn. En fait, il y avait plusieurs petits seigneurs qui pouvaient très facilement se taper dessus. Donc peut-être que c'était une observation, peut-être que ça pouvait être informatif. C'est toujours sympa de savoir s'il y a des mouvements de troupes à côté. Alors les troupes, ça pouvait être 20 personnes qui allaient se taper dessus, hein, et ça suffit. Hein. Donc ça serait un balcon d'observation, mais pas seulement, puisque... Hop, alors ça ne s'ouvre plus, évidemment. Voilà, il y a une cloche pour alerter, et en plus de ça, il y a encore du stock, du matériel. Tant qu'il y a de la place, hein, autant mettre quelque chose. Donc probablement qu'il y a du grain qui était stocké aussi ici. Voilà. Et donc ça permet d'expliquer un peu la fonction de la tour d'Aubert. En fait, c'est une tour qui a à la fois une fonction militaire, probablement défensive, pas offensive. Hein. C'est aussi du stock. C'est probablement aussi une tour informative. Et puis il y a un autre détail, hein, c'est qu'une tour comme ça impose. Et encore une fois, on est en 1267. Hein, je veux dire, la plupart des grands châteaux ne sont pas encore construits. Donc là, c'est quelque chose, quoi. Vous voyez, ça impose une autorité seigneuriale. Encore une fois, c'est probablement quelqu'un qui avait les moyens de le faire. On a des soupçons sur qui ça peut être, on n'a pas de certitude, donc je ne les donnerai pas. Voilà. Alors, il manque un petit mot encore pour l'histoire, là, parce que là, on a expliqué ce que c'est, quand ça commence, comment on le fait. Mais il y a un dernier mot qui est important, très important, et celui-là, on ne nous le donne pas souvent. L'histoire, c'est faux. Non, c'est faux? Non, pardon, c'est pas ça. Non, je me suis trompé, pardon. L'histoire, c'est pas vrai. Voilà. Ah, mais rien à voir. Rien à voir. L'histoire, elle n'est pas vraie, parce qu'en fait, moi, je l'ai compris avec un dé. C'est un petit jeu qu'on va faire. On va imaginer que ce dé, c'est un événement historique. Alors,
pour les besoins de la conférence, on va choisir une bataille, vous allez comprendre très vite pourquoi, c'est beaucoup plus simple. Est-ce qu'il y a une bataille que vous aimez bien? Non, ou vous aimez pas? Hein? Waterloo, Waterloo, voilà. Alors, je vais... pardon. Alors, Waterloo, c'est... Je me permets. Waterloo, c'est en gros Napoléon qui combat l'autre moitié de l'Europe et qui se fait massacrer. Voilà. C'est bien clair, hein, le panneau, hein, c'est bon. On va prendre la bataille de Waterloo. Napoléon arrive, se fait casser la gueule, il fait une défaite face à la coalition. Napoléon a perdu, la coalition a gagné. Imaginons que ce dé soit l'événement, la bataille de Waterloo. Cette bataille est une victoire pour la coalition. Cette bataille est une défaite pour Napoléon Ier, qui mettra fin d'ailleurs à son empire. Cette bataille est une bataille très importante pour quelqu'un qui vivait à Waterloo et qui a vu d'un seul coup débouler deux armées qui tirent partout. Cette bataille est un non-événement pour le papou de Nouvelle-Guinée qui n'a aucune idée d'où est Waterloo et qui est Napoléon. Commencez à comprendre le truc. En fait, on ne peut pas tout voir en même temps sur un dé. Vous avez beau essayer, vous pouvez faire de toutes les façons possibles, c'est pas possible de voir toutes les facettes du dé en même temps. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, hein. On est tous bien d'accord que les faces existent en même temps, mais on ne peut pas les voir. Et bien l'histoire, c'est pareil. En fait, on doit choisir comment on regarde un événement. Si j'étudie Waterloo du côté de Napoléon et que je dis c'est juste une bataille, c'est faux. Enfin, c'est une défaite quand même, le type il a ensuite dû se retirer et mettre fin à son empire. Mais si maintenant je dis que, effectivement, Waterloo c'est une défaite, on va me dire, ah non, 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 ça dépend pour qui. Je veux dire, en face, ils ont gagné quand même, c'est pas rien. Puis oui, si maintenant, je ne sais pas pourquoi, vous voulez étudier Waterloo du point de vue d'un papou de Nouvelle-Guinée, oui, probablement que c'est un non-événement complet. Il n'a aucune idée de ce qui se passe à ce moment-là, lui. Et donc ça, c'est le problème. L'histoire, vous la regardez d'une façon. Et du coup, c'est laquelle la bonne façon de regarder? Parce que le problème, c'est que le dé, il existe en tout le temps. Hein, et ben, en fait, c'est ça le truc. L'histoire, elle est pas vraie. C'est pas que c'est faux, c'est que c'est jamais totalement vrai. Il y a toujours une façon de dire, ah non, non, c'est pas exactement ça, on peut le voir d'une autre façon aussi de l'autre côté. Et là, je parle pour une bataille. Hein. Vous imaginez bien que pour d'autres événements, c'est encore plus compliqué. Et parce que là, je montre un dé à 6 faces. Ça va, il y a 6 faces, on les connaît. On sait ce qu'il y a dessus. Pour un événement historique, je ne sais pas de combien de façons différentes on peut le regarder. Ce qui est génial, hein, je veux dire, un historien, à la fin de sa vie, qui a bossé sur un seul sujet, il est pratiquement certain qu'il y a une nouvelle façon de le voir quand il va mourir. Pas de bol. Bon. Il faut que je vous avoue un petit truc quand même. Je vous ai un peu menti. C'était pas vrai? Un petit peu, oui. C'est pas la tour d'Aubert. Ah non, c'est le clocher de l'église d'Aubert-Morchulaire. Oui, parce qu'en fait, la tour d'Aubert a perdu sa fonction de tour depuis bien longtemps. Aujourd'hui, si vous regardez, d'ailleurs, là on ne le voit pas parce qu'il fait nuit, mais si vous regardez par la fenêtre, vous verriez qu'il n'y a plus le balcon ici. Celui-là aussi, il a disparu. Maintenant, il y a une petite tour solide qui a été construite en 1700 et quelques. En fait, la tour d'Aubert n'est plus une tour. Aujourd'hui, c'est le clocher de l'église d'Aubert-Morchulaire. Voilà. Oui, mais bon, enfin, je croyais que ça marchait mieux en présentant la tour comme ça. Au XIIe siècle, c'était encore la tour d'Aubert. Voilà, au XIIe siècle, ça l'était. Aujourd'hui, c'est un clocher d'église, un très beau clocher d'église. Il y a les cloches là en haut, ça sonne tous les quarts d'heure, il ne faut plus monter, sans ça on devient sourd. Hein. Alors, je vous ai un petit peu menti là-dessus. Je vous ai un petit peu menti là. Et un tout petit peu, hein, vraiment. Hein. En fait, c'est pas fini là. Il manque un mot qui est un peu la corollaire de tout ça. C'est un mot qu'on planque aussi beaucoup. L'histoire, c'est politique. Oh non, pas la politique le vendredi soir. Eh ben si, on va parler politique parce que l'histoire, c'est politique. Ben, regardez le dé, très simple. On choisit quelle face? Ben, on fait un choix. On fait un choix, puis après on l'explique aux autres. C'est un choix politique, ça, c'est porteur de sens. Mais en plus de ça, non seulement on choisit quelle face on regarde, mais on choisit quel dé on regarde. Ah oui, je dis on va prendre une bataille avant. On aurait pu choisir, je sais pas moi, la paix. Ça marche très bien aussi la paix, c'est même mieux d'ailleurs. On aurait pu choisir quelqu'un, on aurait pu choisir un lieu. Donc déjà, quand on choisit de regarder quelque chose, on fait un choix. En plus, on choisit comment on le regarde, le tout pour le redonner aux autres. Ben, ça, c'est un choix politique, ça. Ce que ça veut dire, c'est que l'histoire, en fin de compte, elle n'est jamais neutre.
bah oui, l'histoire, on peut même le dire, c'est de la manipulation, tiens. Celui qui fait de l'histoire, il manipule le passé pour en tirer quelque chose qu'il redonne aux autres. Parler d'histoire, c'est faire de la manipulation. Je suis venu vous parler d'histoire, hein. Voilà. Ça devient compliqué là de faire de l'histoire, non? Parce que ce que ça veut dire, c'est que si on n'est jamais objectif, Déjà, tu as dit que l'histoire était humaine. À partir de là, c'est bon, c'est bon. voilà. Bah oui, c'est ça, c'est humain. En fait, dans tous les mots qu'on a dit avant, c'est déjà choisir. Je trouve que ça fait un peu une ambiance lourde là, non? Je sais pas, je sens un peu le... Bon, écoutez, je vous propose, on va se détendre un petit peu, on va faire un petit jeu. Un petit jeu tout simple. Ça va être un petit quiz avec 4 questions, pas plus, promis. Alors, vous connaissez les réponses, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est 4 questions toutes bêtes. Alors, réfléchissez pas trop, parce qu'à chaque fois que je le pose, les gens sont là en mode où est le piège? Non, réfléchissez pas trop. Hein. Vous allez voir. La première question, c'est elle a commencé quand? La Première Guerre mondiale. 1914. Voilà, vous le saviez. Hein. Tout le monde le savait. Voilà. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Je vois, il y a des gens qui sont en train de regarder, genre, je le sens pas là. Non, non, tout va bien. Deuxième question. Elle a fini quand, la Première Guerre mondiale? 1918. Troisième question. Pourquoi elle a commencé, la Première Guerre mondiale? L'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo. Alors là, je fais juste une petite parenthèse. Je suis prêt à parier 10 € que tout le monde a eu en tête la même phrase, à savoir l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Je suis quasi sûr qu'on a tous eu les 4 mots dans cet ordre-là. Alors maintenant, qui est l'archiduc, qu'est-ce qu'il foutait à Sarajevo et pourquoi on l'a assassiné? Je ne sais pas. Quand j'ai créé la conf, au début, je me suis dit, tiens, il faut que je me renseigne. Et en fait, je me suis dit, non, c'est encore plus drôle si je ne sais pas non plus. Bon, et du coup, quatrième question, hein, évidemment, c'est quoi qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale? Là? Pas l'arrivée des Américains, c'est un déclencheur, mais c'est quoi ce qui a vraiment mis fin à la Seconde Guerre mondiale? À la Première Guerre mondiale, pardon. La première, pardon, oui. La Révolution allemande. Ah. Il n'y en a pas beaucoup dans la salle qui répondent ça. Alors j'aimerais juste savoir, très honnêtement, qui savait que c'était la Révolution allemande qui a mis fin à la Première Guerre mondiale? Alors, je dois vous avouer un truc, ce petit quiz, je le fais depuis la fin de la fac, et globalement, c'est toujours pareil. Les 3 premières questions, tout le monde a la réponse, d'ailleurs toujours la même. Et la 4e question, il y a toujours un long silence. Et bien là, mesdames et messieurs, je viens de vous montrer un trou de l'histoire. Parce que oui, moi, j'ai découvert ça en 2e année de fac. On a une prof qui nous parle de quelqu'un qui nous dit « Oui, celui-là, c'est un gars qui était sous la Révolution allemande. » Pardon, madame, sous la quoi? La Révolution allemande. Là, vous savez quand même qu'il y a eu une révolution en Allemagne en 1918, non? Réponse de la classe, bah non. Non, c'est la première fois qu'on me le disait. Je suis retourné vérifier, même le c'est pas sorcier sur la Première Guerre mondiale le dit pas. Parce que oui, le truc qu'on nous a pas dit, c'est que la Première Guerre mondiale, on nous dit, il y a l'armistice quand d'un seul coup les Allemands en ont marre. Mais on nous dit pas pourquoi ils en ont marre. Parce qu'il y a une révolution qui renverse le Kaiser, qui installe une république, et qui dit, mais non, on met fin à la guerre tout de suite. Sans condition, on n'en veut plus de cette boucherie. On en a marre. C'est marrant, à l'école, on ne nous enseigne pas que c'est une révolution qui a mis fin à la guerre. Bah ça, c'est un trou de l'histoire, vous voyez? C'est le moment où c'est curieux. On sait tous quand ça commence, quand ça finit, pourquoi ça commence, mais pas pourquoi ça finit. J'ai commencé à écrire la conf en 2018. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu en 2014 les commémorations, les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Il y a eu des trucs partout, dans toute la France. Chaque village de France faisait un événement. En 2018, j'ai pas vu grand-chose pour dire que c'était quand même sympa que les Allemands aient préféré arrêter plutôt qu'on se massacre jusqu'au bout. C'est un hasard, hein. Mais ça, effectivement, ça nous indique que l'histoire qu'on nous a appris, c'est peut-être pas l'histoire qu'on pense. Et oui, parce qu'on nous a pas appris l'histoire. En fait, ce qu'on nous a appris à l'école, c'est le roman national. Et ça, c'est un truc très, très, très vilain. Et c'est ça dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Parce que moi, ce que j'ai découvert, c'est le roman national. Et ça, on n'en parle pas beaucoup.
Alors, c'est quoi le roman national? Eh bien, c'est un livre qui n'existe pas. Un livre qui n'a pas d'auteur, d'ailleurs, hein, ça n'existe pas non plus. Vous ne le trouverez pas en librairie, et pourtant, il est partout dans votre librairie. En fait, c'est un récit mythique, presque mythologique d'ailleurs, fédérateur du pays. Ça explique pourquoi on est tous là, tous ensemble, aujourd'hui, unis contre tous les autres. Et le roman national, vous l'avez sous les yeux depuis le début. Bah oui, je l'avais mis là depuis le début, c'est pas pour rien. Alors, je vous ai dit, ça n'existe pas le roman national. Pour ceux qui se demandent, c'est une Bible du 18e. Mais je trouve que ce livre-là, il illustre parfaitement le roman national. Regardez, c'est un beau livre. Il a l'air solennel. En plus, il est ancien. Wow. Alors, on l'ouvre, et puis, c'est écrit, qu'est-ce que c'est bien écrit quand même. Hein. En plus, dans une langue qu'on ne parle plus. Waouh. Et puis, il y a même des jolies images, pour qu'on comprenne bien mieux. Et puis, d'un seul coup, ça s'arrête. Ouais, il n'y a que ça. Elle est là, l'arnaque. Il y a des trous dans ce roman national, là. Parce que moi, je pensais qu'il y aurait tout ça, là. Mais ouais, c'est creux. Alors, pas vraiment creux, j'ai mis un flingue. Parce que le roman national, je trouve que ça ressemble vachement à un flingue, en fin de compte. C'est très simple. Si vous êtes de nuit, seul, dans la forêt, qu'il y a des loups, qu'il fait froid, et que vous avez peur, si je vous mets un flingue dans les mains, ça va tout de suite mieux, hein. Par contre, si maintenant, vous êtes de nuit seul dans la forêt, que vous avez froid, que vous avez un flingue, moi, je ne suis pas rassuré. Parce que un flingue, c'est fait pour quoi? On vise, on tire. Toi, t'es pas dans le roman national, toi non plus, toi non plus. Ha. Il y en a qui auront peut-être noté, je n'ai visé que des femmes. Parce que le roman national, mesdames, vous n'êtes pas dedans. On vous a mis Jeanne d'Arc et Marie Curie, de quoi vous vous plaignez, s'il vous plaît. Mais en fait, il n'y a pas que les femmes qui ne sont pas dedans. Hein. En fait, il n'y a pas grand-chose dedans, d'ailleurs. Hein, je veux dire. Vous savez qu'en France, il y a des régions. Hein. Leur histoire, elle n'est pas dans le roman national. Hein. Attends, imaginez faire l'histoire de la Bretagne, de l'Alsace. Alors c'est rigolo parce que l'Alsace, elle arrive qu'avec Louis XIV dans la France. C'est-à-dire qu'avant ça, c'est pas de l'histoire d'Alsace non plus. Bon. Mais du coup, c'est un peu compliqué le cas de l'Alsace. On dit, ouais, mais bon, vous étiez français, vous ne le saviez juste pas. Voilà. On l'a découvert tardivement, c'est pas grave, hein. Il nous a fallu une armée qui nous envahisse, et puis voilà. Et ouais, le roman national, en fait, c'est la soupe scolaire. C'est le truc qu'on a tous bouffé à l'école, on l'a tous appris. Hein. Vous savez, la phrase de l'assassinat de l'archiduc François Ferdi, on l'a tous appris. Hein. Mais c'est normal, c'est ça qu'on nous sert à l'école. Et cette histoire-là, c'est une histoire que moi, j'aime pas du tout. En fait, que j'aime plus. Parce que j'ai découvert que c'est un truc qui est pas bien, quoi. Mais vraiment pas bien. Et ça vient pas de nulle part. Alors, je vais faire un petit aparté historique. Je me permets de récupérer ce panneau, voilà, qui va rester dans ma main tout du long. Il faut savoir que le roman national, tel qu'on l'a à l'école aujourd'hui, il a été introduit il y a un petit moment par des messieurs très gentils. Tellement gentils qu'il faut que je vous les explique. Alors, ça date de 1880 à peu près, le roman national français tel qu'il existe. Hein. Alors, 1880, aujourd'hui, on a un petit peu oublié ce que c'est, mais il faut imaginer qu'à l'époque, on sort d'une centaine d'années un peu compliquées, hein, on peut le dire très honnêtement. Je veux dire, en résumé, il y a eu 1789, hein, donc la Révolution, puis ensuite il y a eu le Directoire, le Consulat, Napoléon Ier qui dégage, Napoléon Ier qui revient, la Restauration, la deuxième Restauration de 1830, la Révolution de 1848, la 1852, 1870 et 1871. Je condense. Ça veut dire qu'en 100 ans, il y a eu 3 républiques, 2 empires, dont un qui est venu 2 fois, et 2 restaurations. Les systèmes politiques ne sont pas excessivement stables, vous voyez. Ça change à peu près tous les 5-10 ans. Donc en 1880, nous sommes dans une république, la 3e, qui vient de connaître en 1870 donc, la commune de Paris, hein, 30 000 fusillés. On n'est pas très sûr des chiffres encore aujourd'hui. La commune de Paris, ça a été un gros soulèvement quand même. Il y a aussi la défaite de Sedan, juste avant, on a perdu face aux Prussiens. Dans tout ça, nous avons donc une république, une 3e qui s'installe. Alors on évite le droit de vote des femmes, parce qu'il ne faut pas qu'elles votent comme les curés. Je rappelle que les curés, ça vote le roi, royaliste. Donc on ne donne pas le droit de vote aux femmes, comme ça, première sélection, c'est les royalistes qui gagnent. Bon. Ils veulent refoutre le roi sur le trône, le roi ne veut pas. Bah non, il ne va pas revenir s'installer
alors qu'à la tête de la France, il y a un drapeau bleu, blanc, rouge. Ah, c'est le drapeau qui a vu tomber la tête de Louis XVI, quand même. Non, non, il n'aura sa couronne que sous le drapeau blanc. Alors les royalistes, à ce moment-là, ils ont beau être élus, ils savent très bien que si on change le drapeau bleu, blanc, rouge, symbole de liberté depuis à peu près 100 ans, pour le drapeau du roi, ça ne va pas bien se passer. Donc ils disent, ouais, pas de souci, on va changer de drapeau. Dès que tu es installé, on change le drapeau, il n'y a pas de souci. Ah bah non, mon couronnement n'a lieu que sous le drapeau blanc. Oui, bien sûr, mais on comprend que tu sois un petit peu énervé, il n'y a pas de souci, mais en fait, il faudrait venir s'installer maintenant, parce que tu vois, là, on a le pouvoir. Non, je ne veux pas. Il va bouder. Il ne va pas venir, et les royalistes vont décider d'attendre qu'il meure. Bon, il ne va pas mourir assez vite, et ils vont perdre les élections d'après, et les royalistes n'auront plus jamais le pouvoir en France, hein, aux grandes dames de Stéphane Bern d'ailleurs. Donc en 1880, si vous voulez, là, on est vraiment sur un système, on sait que ça ne marche pas très bien, la République. C'est instable au dernier degré, ce truc-là. 1880, c'est aussi le retour des amnisties, c'est l'amnistie des communards aussi. Alors les communards, à l'époque, c'était des communistes et des anarchistes. Alors il y a quelques jeunes dans la salle, j'explique vite. Les communistes, à l'époque, c'était la frange vraiment très 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 à gauche. Ils avaient comme but de tuer les patrons, de renverser l'ordre bourgeois et monarchique et d'instaurer une dictature du prolétariat. Les anarchistes, c'était à peu près pareil, mais en plus, eux, ils voulaient tuer vraiment toutes les têtes couronnées d'Europe. Donc, pour comprendre l'idée, remplacer communistes et anarchistes par terroristes. Voilà. Donc, en 1880, c'est l'amnistie des terroristes, ils reviennent en France. Vous voyez, on comprend tout de suite. Hein. Une partie de la France n'est pas très très chaude à l'idée de revoir venir ces gens-là, notamment les républicains. Alors à l'époque, les républicains, c'est l'aile gauche. Sur l'échiquier politique, à droite, il y a les royalistes, à gauche, il y a les républicains. Aujourd'hui, les républicains de l'époque, on appellerait ça la droite modérée, si vous voulez. Vous voyez, genre le modem Bayrou, quoi. Les gens un peu sympas, là, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Et donc les républicains, à l'époque, ils savent que non seulement la République ne marche pas, mais qu'en plus, dans le pays, il y a beaucoup de contestations. Il y a le curé, il y a les royalistes, il y a les communistes, il y a les anarchistes, il y a les socialistes, il y en a beaucoup. Et donc, ils décident d'instaurer quelque chose. Ils vont essayer de créer dans la Troisième République un amour de la République, un amour de l'État. Parce qu'ils se disent, et c'est pas bête, si à l'époque les gens ils sont pas trop chauds pour une république, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Ah oui, ils savent pas encore. On a eu 2 républiques. 2 fois, ça a donné un empire. Donc il faut l'expliquer aux gens. Il faut l'instaurer là-dedans. Parce que les républicains sont convaincus d'un truc, la République, c'est le meilleur système du monde. La preuve, c'est le meilleur. Et donc, ils vont créer des petites institutions qu'on a encore aujourd'hui. L'une d'elles, c'est un monsieur qui est très connu en France, qui va la créer. Il s'appelle Jules Ferry. Alors, Jules Ferry, c'est quelqu'un qui est un bon républicain, donc droite modérée, gauche à l'époque. Et Jules Ferry va créer une école qu'on a encore aujourd'hui, l'école de la République, gratuite, laïque et obligatoire. Ces 3 mots qui ont beaucoup plus de sens qu'on en suppose. Parce que Jules Ferry, c'est pas un imbécile, et le type, il a réfléchi à ce qu'il fait. Il a un projet, vous voyez, c'est son projet. D'abord, l'école doit être laïque. Parce qu'en 1880, l'instruction, c'est encore le curé. Et il vote quoi, le curé? Royaliste. Foutez le curé dehors de l'école. Il va dire quoi aux gamins? Il faut voter pour le roi. On le met dehors. Il faut empêcher les royalistes de revenir au pouvoir. Donc on va supprimer le curé de l'école. Et on va mettre à place l'instituteur. L'instituteur, c'est une figure qu'on va créer. C'est une figure presque mythologique, vous voyez. C'est celui qui dispense le savoir républicain aux élèves. C'est une image très très chargée de sens. C'est les imageries d'Épinal, les instituteurs avec le grand tablier noir. On va les appeler les hussards noirs de la République. Les hussards, c'est le régiment de cavalerie. Je veux dire, on compare l'instituteur à un cavalier. Le mec, il charge sabre au clair sur les élèves et il va dispenser l'instruction. Donc, on va déjà enlever le curé et mettre l'instituteur. Ça, c'est très bien. Puis, on va rendre l'école gratuite. Parce que pourquoi les gens ne vont pas à l'école? Ça coûte une blinde. On n'a que des pauvres en France. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On rend l'école gratuite. C'est l'État qui va financer l'école. Comme ça, tout le monde peut y aller. C'est ce qu'on va faire aussi. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que si on rend l'école gratuite, moi je pose juste la question, pourquoi les élèves, ils y vont pas alors? Je veux dire, on apprend qu'il y a des pauvres qui mettaient des enfants à la mine à 6 ans. Mais quelle bande de salauds quand même!
Ben, franchement, vous imaginez ça? L'école est gratuite et vous préféreriez envoyer vos gamins à la mine à 6 ans? Bah oui. Bah oui, mais parce qu'en fait, c'est pas seulement qu'elle est gratuite, c'est qu'on n'a pas assez de sous. L'enfant, il travaille parce que s'il ne travaille pas, on n'a pas assez à manger à la maison. Donc on va rendre l'école obligatoire. Ce mot-là est très chargé de sens. Hein. On va obliger les enfants à aller à l'école. C'est-à-dire qu'on va les retirer aux parents, les placer à l'école. J'ai rencontré des gens à la fin de la conf qui m'ont dit que quand ils étaient gamins, leurs parents les enlevaient de l'école pendant les moissons pour les faire travailler au champ et les planquaient quand l'inspecteur venait. Oui, parce qu'on ne pense pas à se dire, mais du coup, si le gamin il ne travaille pas, il va manger quoi? Parce que le salaire du père, il ne suffit pas. Alors la mère travaille aussi, hein, bien sûr, pour un salaire moindre, bien sûr. Et du coup, à eux deux, ils ne peuvent pas nourrir toute la famille. Hein. Et donc, du coup, on va avoir des enfants qui vont aller à l'école sans avoir mangé. On va même créer la cantine scolaire pour eux. Comme ça, ils ont à manger. On va leur donner à manger. Des instituteurs qui sont encouragés à planter des vergers pour que les enfants puissent manger des fruits. Il y a de la distribution de lait le matin à l'école pour que les enfants ne tombent pas dans les vapes pendant la journée. Je pensais que ça s'était arrêté dans les années 50. Il y a un institut qui m'a dit non, 80, 1980. On va devoir instaurer quand même la bouffe gratuite pour les enfants parce que les pauvres ne peuvent pas les nourrir. On se dit jamais, il faudrait peut-être augmenter le salaire. Bon. Peut-être que ce n'est pas la réflexion à l'époque. Mais donc Jules Ferry crée une école où tout le monde va venir et être très heureux. Alors il a deux, trois petites idées derrière aussi. Celle-là, il les dit beaucoup moins fort. D'ailleurs, on les défend beaucoup moins. Jules Ferry, il sait un truc. Quand les pauvres ils restent entre eux, ils développent des drôles d'idées. Genre le syndicat, par exemple. Ils veulent défendre leurs droits. Généralement, comme le patron n'est pas d'accord, ça se transforme très vite en une bataille rangée, il y a des grèves, voire des morts. Et le problème, c'est que les enfants, je viens de le dire, ils ont 6 ans, ils sont à la mine. C'est marrant, ils apprennent aussi que le patron, quand même, il est un peu chiant à pas bien les payer. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas républicain, ça, parce qu'on n'est pas tous ensemble unis. Donc, il faut qu'ils apprennent autre chose. Alors, l'école, ça va permettre d'empêcher les pauvres de s'instruire entre eux. Parce que le problème c'est que si on laisse des pauvres entre eux, ils s'instruisent. C'est marrant, ils n'apprennent pas la même chose qu'à l'école. Et puis, l'autre truc qu'on ne dit pas beaucoup, mais que Jules Ferry, lui, il apprécie beaucoup, il faut une école obligatoire. Parce qu'on a besoin de fonctionnaires. Oui, parce que Jules Ferry, il a une super idée. La France, elle a fait la Révolution. Et la Révolution a donné la République, le meilleur système du monde. Et il y a encore des imbéciles dans le monde qui ne le savent pas. On va aller leur apprendre. Ça s'appelle la colonisation. En fait, c'est qu'il y a des gens vers le sud, là, on passe la Méditerranée, puis ils sont un peu tout nus dans la brousse, alors on va aller leur apprendre la démocratie. Ça va faire quelques millions de morts, mais bon, hein, voilà. Et ça, Jules Ferry, il adore cette idée. Il faut coloniser le monde pour lui apprendre la démocratie. C'est le fardeau de l'homme blanc, notamment. Sauf qu'on ne peut pas, il n'y a pas assez de fonctionnaires. Ben oui, un fonctionnaire, il faut qu'il sache lire, écrire, compter, qu'il comprenne le français et qu'il le défende. Eh ben, il n'y en a pas assez. Donc on va former tous les élèves à l'école, tous. Et puis il y en a quelques-uns, là, des plus intelligents que les autres, on va les sortir du lot, et ceux-là, on va les mettre à l'école de la République, dans laquelle ils vont prendre la fonction publique, et puis après, ils pourront dispenser la bienveillance de la France à l'étranger. Alors Jules Ferry, quand il défend à l'époque ses thèses à l'Assemblée, il se fait beaucoup critiquer par notamment Clémenceau, qui n'hésite pas à le tacler un peu lourdement, c'est très rigolo à lire comme discours. Mais ça va passer, hein, Jules Ferry va passer, la loi Jules Ferry, et grâce à ça, on a toujours notre école. Alors le lien avec l'histoire, c'est qu'en fait Jules Ferry va créer les conditions parfaites pour la diffusion du roman national. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y a pas que Jules Ferry, il y a des historiens, hein, il y a plein d'historiens. Je ne vais pas en parler des historiens, je suis désolé, j'ai pas le temps, j'ai promis. Je ferai qu'1h15. Hein. Mais il y a un monsieur, alors c'est pas un historien, enfin, il est proche des historiens, mais c'est plutôt un enseignant d'histoire. Et lui, il n'est pas très connu non plus. Un peu dommage d'ailleurs. Parce que c'est probablement la personne dans l'histoire qui a le plus marqué la discipline historique de France. C'est un monsieur qui s'appelle Ernest Lavis. Et il va écrire un manuel d'instruction à l'usage des primaires. Ce manuel, il est tellement connu à l'époque, on va l'appeler le Petit Lavis. Et Ernest Lavis, il va être connu, tellement connu qu'on l'appellera d'ailleurs l'instituteur de la République. Quand même. Et le Petit Lavis, c'est génial. Je l'ai lu parce que je l'ai acheté. C'est un manuel scolaire avec tout ce qu'il faut dedans. Ça passe de Clovis à Charlemagne.
Il y a 300 ans entre les deux. Bon, il y a un peu des détails. Entre les deux, il y a des rois qui ne font pas grand-chose, on les appelle des rois feignants, puis on passe à autre chose. Puis après, il y a Charlemagne. Il y a des grands rois, Charlemagne, puis il y en a d'autres. Ils ne font pas grand-chose. Hein. C'est un peu des rois qui... ils sont là dans leur chariot tiré par des bœufs, ils ne font pas de guerre, ils ne font rien. Heureusement, après, il y a Saint-Louis, puis il y a Jeanne d'Arc. Bon, à ce moment-là, on est quasiment déjà vers la fin du Moyen-Âge, on a zappé 1000 ans d'un coup, on n'a pas le temps de tout apprendre. Hein. C'est là-dedans qu'on lit des trucs fabuleux. Nos ancêtres, les Gaulois, avec leurs fameux casques à cornes. On va avoir des illustrations dedans. Alors, pas des illustrations très historiques, hein. C'est pas vraiment ce que c'était, c'est plutôt tel qu'on l'imaginait. Et puis ça, on va le donner à tout le monde. Hein. Le coup des ancêtres, les Gaulois, on va apprendre ça à la Guyane, en Martinique, on va apprendre ça évidemment dans toutes les colonies, on va apprendre ça n'importe où. Alors, ce qui n'est pas marqué dessus, c'est que ce n'est pas l'histoire de France. En fait, c'est l'histoire de Paris. C'est l'histoire de l'extension du domaine royal parisien. Mais parce que la Bretagne, elle n'est pas tout de suite dedans. L'Aquitaine non plus. Le sud de la France, pas tout de suite. L'Alsace, encore pire. Et encore une fois, ça c'est du détail. Ça, je veux dire, au bout d'un moment, vous êtes dedans. Bon, alors, hein, on va apprendre ce qu'il y avait avant. Hop. Et le petit Lavis, il commence par une citation. Alors, je vais d'abord citer la citation de fin, parce que je la trouve géniale. La citation de fin, c'est « Tu dois aimer la France, parce que Dieu l'a faite belle, et l'homme l'a faite grande. » Ça, franchement, ça vous donne pas envie, là, hein? On vous dit, c'est le meilleur pays du monde, il n'y a pas de discussion. Et puis, en introduction de son ouvrage, il y a une petite leçon sur l'histoire très courte. L'histoire ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend avec le cœur. Ah, ça vous donne pas envie, là, franchement? Alors, Lavis, comme dit, il va faire son manuel d'instruction primaire. Je pense que c'est probablement le manuel qui a le plus marqué l'histoire de l'histoire, parce que, encore une fois, on n'a pas tous fait des études d'histoire, mais on a tous été en école primaire. Le petit Lavis, il est jusque dans les années 50, le manuel scolaire. Lavis, il va mourir avant 1950, hein, son manuel lui succède. Il va le mettre à jour, hein, quand même, hein, jusqu'à la fin de sa vie, il va le remettre au goût du jour. Il va écrire des manuels aussi pour le collège, le lycée. Ils vont rester un peu moins longtemps, ils vont déjà être enlevés dans les années 20. Je critique un peu Lavis et Jules Ferry, juste une petite parenthèse. Je les critique au regard d'aujourd'hui. Je veux dire, par rapport à l'époque, c'est des gens qui sont complètement implantés dans leur époque. Hein. Ernest Lavis s'est adulé comme professeur. On trouve qu'il a permis de vulgariser l'histoire au grand nombre. Enfin, une histoire. Fragmentaire, lacunaire, bon, un petit peu orientée. Enfin, il a permis quand même, hein, pas rien. Et puis dans les années 50, on va quand même changer les manuels scolaires. Parce qu'on se dit, bon, le petit Lavis, c'est bien gentil, mais il a quand même été écrit en 1880. Ça fait quand même 70 ans. Il faudra peut-être changer un peu. Hein. Donc on va l'enlever et en mettre un autre. Alors, le nouveau manuel, c'est un peu comme le petit Lavis. Enfin, ça reprend les grandes lignes. Puis un peu les chapitres. Il y a un ou deux trucs en plus, un ou deux trucs en moins, quand même. Et puis ce manuel, il va rester. Puis on va le changer pour un autre manuel, plus au goût du jour. Ça ressemble beaucoup au petit Lavis. Hein. Enfin, dans les chapitres, c'est à peu près la même structure. Il y a un ou deux trucs en moins, ou un ou deux trucs en plus. Et ça va changer pour un autre manuel. Bon, c'est à peu près le petit Lavis. Et en fait, l'histoire... Alors pendant ce temps-là, les historiens ils sont dans leur coin. Les historiens ils font l'histoire des annales, ils vont faire ensuite la nouvelle histoire, ils font plein de trucs, hein, c'est formidable. Et puis pendant ce temps-là, à l'école, tout le monde va avoir le petit Lavis. Et en fait, il va rester tellement longtemps dans les programmes scolaires que ça va finir par se voir. Il y a une historienne qui va remarquer ça, qui va dire « Tiens, c'est marrant ça. Le petit Lavis, là, ce truc qui date de 1880, il est toujours à l'école. C'est pas normal ça quand même. » Alors cette historienne, oui, parce que c'est une historienne, hein, le fait que ce soit une femme est peut-être pas anodin, elle s'appelle Suzanne Citron. J'adore cette historienne, je la trouve formidable, j'aime bien la présenter. Suzanne Citron, c'est une femme qui est née, je crois, en 1920, en tout cas elle a fait la Seconde Guerre mondiale, elle était résistante d'ailleurs pendant cette période-là, et après la Seconde Guerre mondiale, elle fait de l'histoire. Et elle va travailler un peu sur le roman national, elle va découvrir le petit Lavis, elle va dire, tiens, ça pue un peu cette histoire-là, enfin, une histoire qui nous apprend que des grands messieurs qui ont fait la guerre, surtout pas autre chose, qui est une histoire vraiment très fragmentaire, qui nous enseigne que Paris. Elle dit, c'est pas bien cette histoire, il faudrait l'enlever. Et Suzanne Citron, c'est pas juste une historienne, c'est une militante. Elle a sa carte du PS. Il y a des jeunes dans la salle. Le PS, à l'époque, c'était un parti de gauche qui voulait renverser le bourgeois, le patronat et instaurer plein. Donc Suzanne Citron, elle milite au PS. Attention, c'est pas n'importe qui au PS. Hein. Elle est proche des dirigeants du PS. Et puis elle va militer. Elle va dire, faut enlever le petit Lavis, faut enlever le petit Lavis. Et puis elle va militer, et là, arrive 1980.
Mitterrand au pouvoir, la gauche a gagné. Et Suzanne Citron, elle dit quoi? Ben ça y est, on va enfin sortir le petit Lavis de l'école. Alors on lui dit, oui, mais pas tout de suite. D'abord, on fait un gouvernement. Bon. Puis après, il y a un peu de problème. Bon, pas tout de suite. Bon, attends encore un peu, bientôt. Alors elle va attendre, et puis ça va arriver. 1984, la réforme de tous les programmes scolaires. Enfin, Suzanne Citron a carte blanche. Faites-moi un programme d'histoire. Pour les jeunes, imaginez, le gouvernement propose à des gens compétents de travailler sur un sujet, c'est fou, quoi. Enfin, et là, qu'est-ce qu'ils vont faire elle va convoquer un colloque. Je pense, alors j'y suis pas allé, mais j'adorerais avoir des images de ça. Il y a quelques archives, pas beaucoup, mais là, il y a tous les historiens de France, tous les nouveaux historiens, ceux qui font de l'histoire enfin autrement, ils viennent et ils débattent. Pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois. Suzanne Citron raconte que c'est une des périodes les plus incroyables de sa vie. Elle a l'impression que tout est possible. On va faire une nouvelle histoire. On va faire une histoire une histoire des femmes, et puis on va faire une histoire des pauvres, et puis une histoire des régions, et puis une histoire de machin. Et puis tout le monde propose des trucs, et ils font un programme. Ils font tout carré. Et à la fin, ils ont ça. Ils disent, là, il y a tout, de la maternelle jusqu'à la fin du lycée. On a même commencé le programme des facs, il y a tout. Et ils donnent ça à Chevènement. Et là, Chevènement, il voit arriver un truc comme ça, rempli de textes dans tous les sens, qui change tous les programmes de A à Z. Oh! Il doit rendre ça pour janvier. Ça arrive en novembre. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas que les programmes d'histoire, mais qu'est-ce qu'ils m'ont foutu là-dedans? Alors il va le prendre, il va le considérer pendant un petit moment, puis le mettre gentiment de côté. Puis on va lui proposer un autre programme, beaucoup plus simple. Et en 85, sortent les nouveaux programmes d'histoire. Et Suzanne Citron découvre que ça suit point par point le petit Lavis. Suzanne Citron est excédée, elle va démissionner du PS, elle va rendre sa carte du PS, elle n'en prendra plus jamais, ni au PS ni ailleurs. Elle va d'ailleurs dire lors d'une interview que cet événement sera l'événement qui lui a permis de comprendre l'importance de la politique et son désintérêt des partis politiques. Et Suzanne Citron va militer à sa manière. Elle va écrire un livre en 87, 2 ans après, Le mythe national. Alors pour ceux qui n'arrivent plus trop à suivre parce que je parle un peu trop, lisez Le mythe national de Suzanne Citron. C'est comme ma conférence mais en mieux, vous voyez. Je veux dire, j'ai piqué toutes les idées là-dedans, évidemment. Suzanne Citron expose tout. Elle parle du petit Lavis, elle parle de comment on a fait l'histoire, pourquoi la République, la 5e, c'est 2 républiques depuis la 3e quand même, continue d'exploiter ça. Et donc elle va le dénoncer dans son livre. En 87. En 87, il y a aussi d'autres trucs en France. On va créer un nouveau mot. Vous savez, un nouveau concept. Négationniste. Parce qu'à l'époque, il y a plusieurs affaires. L'affaire Henri Roch, l'affaire Forisson. Il commence à y avoir des thèses négationnistes qui apparaissent, validées par la fac. Bon, la fac s'en rend compte après, on va invalider la thèse. Oui, les chambres à gaz n'ont pas existé, on commence à faire un petit peu n'importe quoi dans certains coins avec l'histoire. Et Suzanne Citron, elle va militer contre ça. Elle va continuer d'ailleurs. Suzanne Citron va continuer jusque... elle est morte 2012, je crois, 2010-2012, un truc comme ça. Et son livre, il va perdurer. Il a bien marché, son livre. Il est assez connu, notamment dans les sphères historiennes. Et il va être réédité en 2007. Moi, j'ai eu la version rééditée de 2007. C'est génial, il y a une nouvelle préface. Elle dit, ça a quand même changé les programmes scolaires. On a un peu introduit des trucs. Un peu. La guerre d'Algérie est dedans, c'est déjà bien. On parle un peu plus des femmes. Un peu. Et foncièrement, ça suit le petit Lavis, quoi. Parce qu'en fait, le petit Lavis, il faut comprendre que c'est pas seulement une histoire, c'est une façon de la comprendre. Par exemple, il y a un truc qui est trop bien à l'école. On l'a tous vécu, c'est génial. Vous savez, on a fait l'Égypte antique, et puis la Grèce antique, et puis la Rome antique, et puis après, la France. C'est marrant, je croyais qu'on faisait l'histoire de France, mais... Oui, mais parce que ça, c'est une très vieille idée. En histoire, les vieilles idées, généralement, c'est pas bien. C'est une très vieille idée qui s'appelle le flambeau civilisationnel. En fait, ça suppose qu'il y a une civilisation qui est plus éclairée que le reste du monde. Elle est toujours en avance sur les autres, et elle éclaire le monde de sa science. Et puis quand cette civilisation décline, une autre reprend le flambeau. Alors, le monde, c'est la Méditerranée.
Puis quand il y a des musulmans, vous les enlevez parce que c'est pas pareil. L'Asie, ça n'existe pas, l'Afrique non plus. Bon, l'Amérique, on l'a pas encore découverte, alors bon, hein. Et donc, en fait, c'était l'Égypte antique. Et puis après, quand ça a décliné, c'est devenu la Grèce antique, avec Alexandre le Grand. Et puis après Alexandre le Grand, c'est devenu la Rome antique. Et puis après, c'est devenu la France. On serait en Allemagne, ça serait devenu l'Allemagne. Hein. On serait en Espagne, ça serait l'Espagne. Enfin, ça marche pour tous les pays, hein. C'est trop bien ce truc. Hein. Parce qu'on pourrait faire l'histoire de la France avant les Romains. Mais bon, ça serait l'histoire des Gaules. D'ailleurs, même l'histoire de la Gaule, c'est un problème. Bah oui, les Gaulois, c'est un problème. Ah oui, c'est pas des Gaulois, c'est des Celtes. Bah oui, les Gaulois, le mot Gaulois, c'est le mot des Romains pour désigner cette peuplade. Eux-mêmes, c'est des Celtes. Plus exactement, ils se définissent comme des Arvernes, des Armoricains. Il n'y a pas qu'un seul Gaulois. Hein. Oui, c'est pas Astérix le Gaulois, si vous voulez, c'est Astérix l'Armoricain. Si vous voulez, c'est comme si on disait de nous que nous sommes le peuple des Franzosen. C'est comme ça qu'on dit en allemand. Enfin, je veux dire, évidemment, vous voulez vous appeler les Français, bah, non, s'il vous plaît, vous êtes les Franzosen. Quoi, Alsaciens, on a dit Franzosen, ça marche très bien. Et ouais, même les mots qu'on emploie, c'est pas les bons. Et donc ça, Suzanne Citron, elle va se battre contre ça. Elle va dire, effectivement, ça change un peu les programmes scolaires. Un petit peu. J'ai dit, le livre, il est réédité en 2007. Vous savez ce qui paraît en 2009 ? Il y en a peut-être qui l'ont vu avant. Métronome de Laurent Deutsch. Est-ce qu'il y en a qui connaissent dans la salle ce livre ? Ah, il y en a plusieurs. Laurent Deutsch, Métronome, un livre succès éditorial. 1 300 000 exemplaires vendus. Un des plus gros succès de 2009. Hein. Alors, Laurent Deutsch, pour le présenter rapidement, c'est un acteur, c'est pas un historien. C'est pas grave, hein, on peut faire de la très bonne histoire en n'étant pas historien. C'est un acteur royaliste, c'est un hasard, qui a fait l'histoire de France au rythme du métro parisien. C'est rigolo comme livre, hein, c'est de l'histoire de France très instructive, bon, très parisienne, un peu fausse aussi. En fait, genre carrément fausse, hein, d'ailleurs, tellement fausse qu'il y a des historiens qui se sont penchés dessus. Les historiens n'ont pas compris comment il a lu les sources, parce qu'il donne ses sources, en les lisant, ça dit l'inverse de ce qu'il dit. On sait pas, il a peut-être un peu mal lu, c'est pas grave, mais ça va bien marcher. Tellement bien marché qu'il va faire une suite, Hexagone, 4 ans plus tard, et une série télé, 4 épisodes, 1 million d'euros. Ça a été payé par le service public. Alors rigolez pas, c'est avec votre pognon qu'ils l'ont fait. Ouais. En fait, ça, c'est le petit Lavis revisité. C'est une histoire de France très fun, très agréable à lire, qui parle que des riches, que des puissants, qui parle que des rois. Les rois de Paris. Hein. Il n'y a pas d'autres rois en France que Paris, bien sûr. Il y en a eu d'autres. Hein. Mais voilà, mais Laurent Deutsch, il est maintenant devenu une sommité. Hein. Il est invité tout le temps à la télé. Vous savez qui il a fait sa série télé ? Stéphane Bern, évidemment. Ah, c'est un acteur, ils se connaissent, ils connaissent les boîtes de prod, évidemment. Ils font encore des séries télé sur l'histoire. Hein. C'est payé par le service public, hein. Bon, bref. Laurent Deutsch, du coup, c'est un peu celui qu'on invite quand on vient parler d'histoire. C'est dommage qu'on n'invite pas des historiens. Alors, bon, je sais qu'il y a peut-être des historiens dans la salle. Soyons honnêtes, les historiens, l'histoire, ils la font très bien. Il serait gentil de nous la donner. Vous connaissez combien d'historiens récents ? Moi, j'en connais 3, et parce que j'ai dû les étudier pour la conf. Enfin, je veux dire, Suzanne Citron, elle est morte. Hein, donc, bah ouais, les historiens, ils sont bien gentils, ils font de la nouvelle histoire. Ils ont fait plein de révolutions historiques. On les connaît pas. En même temps, ils viennent pas nous les donner. On va les chercher comment ? Il faut s'intéresser à l'histoire. Et en attendant, l'argent public est dilapidé dans autre chose. Et puis, le roman national, il continue. Hein. L'année dernière, il y a eu des élections. Il y a eu un monsieur Z qui parlait beaucoup d'histoire à la télé. Il n'en parlait pas bien, monsieur Z. Hein. Vraiment pas bien du tout. Hein. Je vous rassure, tous les autres candidats en parlaient très mal aussi. Hein. Enfin, globalement, quand on parle d'histoire à la télé, c'est rarement bien. Après, des fois, on en parle très bien, comme par exemple sur le château de Chambord. Il y a 126 documentaires sur le château de Chambord sur TF1. Alors, je veux bien, c'est un beau château, j'y suis déjà allé, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas ce qu'ils trouvent à dire pour faire 126 documentaires. On est au stade où on doit filmer pierre par pierre, c'est pas possible. Donc ouais, l'histoire, elle est toujours mal faite, en fin de compte. Et moi, aujourd'hui, ça me pose problème. Moi, aujourd'hui, ça me met en colère. Parce que cette histoire-là, elle m'a appris plein de choses qui étaient vraiment dégueulasses. Déjà, l'histoire, ça suppose une abstraction. L'histoire, c'est un truc merveilleux qui flotte au-dessus de nous, là. Les grands sont dedans, et puis vous y êtes pas.
vous n'avez pas assez bien travaillé à l'école. Sinon, vous y seriez dans l'histoire, hein? Non mais c'est absurde. L'histoire, on est tous dedans. On pourrait faire une autre histoire. Après, on ne la fait pas, ça c'est un autre détail. Mais on pourrait. On est dedans. Et puis la tour d'Aubert, elle n'est pas dans l'histoire. Ça, dans l'histoire, attendez. On a le Parthénon, s'il vous plaît. On ne va pas prendre en plus la tour d'Aubert. Ça intéresse qui, la tour d'Aubert? Même à l'UM Schuyler, ça ne les intéresse pas. Ouais, mais moi, ça m'intéresse. Bah oui, moi, ça m'intéresse, la tour d'Aubert. C'est vrai. Je trouve ça génial comme histoire. Puis, en plus, franchement, c'est intéressant. Et puis, ça n'intéresse pas que moi. Ça a intéressé d'autres personnes à Aubert. Ça a intéressé d'ailleurs tellement de personnes. Vous savez ce qu'on a fait? Ben, on a fait de l'histoire avec. Eh ouais. On a fait les 750 ans de l'église d'Aubert. Et du coup, il a fait une petite étude historique sur le clocher. C'est là qu'on l'a daté. Et puis, il y a même eu, il y a eu une petite fête de village. Évidemment qu'il n'y avait pas grand monde, mais on n'a pas envie qu'il y ait 2000 personnes qui viennent. C'est pas le but. Ça n'intéresse pas les gens de Valheim. Qu'est-ce qu'on s'en fout que les gens de Valheim, ça ne les intéresse pas? On a le droit d'aimer la tour d'Aubert parce qu'on est à Aubert. On a le droit de trouver ça génial. Et puis, si nous, ça nous intéresse, peut-être qu'en parlant de ça aux autres, peut-être que ça les intéresse aussi. Peut-être qu'en fin de compte, c'est ça qu'il faudrait faire. S'intéresser à l'histoire qu'on veut. Parce que ouais, ce roman national qu'on a tous bouffé à l'école, il nous apprend que tu n'as pas le droit de t'intéresser à l'histoire que tu veux. On n'apprendra jamais la tour d'Aubert à l'école. C'est bizarre quand même, parce que, on peut, on a de quoi faire. Hein. Puis, quand j'en ai parlé, j'ai pas eu l'impression que tout le monde baillait, non? Alors peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on commence à se dire, en fin de compte. Parce que les historiens, ils font l'histoire dans leur coin, c'est bien gentil, ils nous la donnent pas. Je lis des livres d'histoire pour préparer cette conf, 1 sur 2, je dois le lire en plusieurs années, hein, parce qu'il faut le manger. Hein. Et parce que le roman national, il y a plein qui le critiquent. C'est pas un problème, il y en a même qui ont fait des livres. Ils ont dit, hey, on va faire une autre histoire que juste l'histoire de France, on va l'ouvrir au monde. On va faire une histoire mondiale de la France. De Patrick Boucheron. C'est génial ça. C'est l'anti-Plavis. On va dézinguer toute l'histoire de France. On va faire une histoire autrement. C'est génial. C'est plein d'articles très courts, de 6 pages, sur plein de points de l'histoire de France. Moi j'en suis là. Ça fait 5 ans que je le lis. Hein. Et ça c'est génial. Quand il l'a fait, Patrick Boucheron, ça fait une révolution hein, entre les anciens et les modernes. Hein, je veux dire, il a gueulé, mais on fait maintenant n'importe quoi avec l'histoire de France. Bon. Et puis c'est un succès de librairie. 100 000 exemplaires vendus. Ouais. Bon, il y a peut-être une explication. Hein. Mais vous savez, le plus fou, c'est que je vois que ça intéresse les gens, l'histoire en plus. Hein. Vous savez où je l'ai trouvé, celui-là? Dans la librairie Relais, les trucs de la gare, là. Il y est encore. Et vous savez ce qu'il y a à côté? Celui-là, il est juste à côté. C'est comme ça. Et vous savez ce qu'il y a à côté? Le Petit Lavis. C'est pas une blague, ils l'ont réédité en 2018. On n'en a pas fini, en fin de compte. Hein. Alors moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu vous parler de ça. Parce que moi, la tour d'Aubert, j'aime ça. Parce que l'histoire d'Aubert, ça m'intéresse. Et je m'en fous que ça n'intéresse pas les gens de Mulhouse. J'ai le droit de le faire. Et puis vous savez quoi? En fait, on a tous le droit de le faire. On a le droit de faire l'histoire qui nous plaît, l'histoire qu'on aime. Et si on a envie de parler de Louis XIV, on parle de Louis XIV. Et si on n'en a pas envie, on n'en parle pas. Voilà. Et ça ne change rien. De toute façon, je veux dire, on fait l'histoire qu'on aime. Et puis, de toute façon, l'histoire qu'on fait, elle est politisée. Alors moi, je me politise, j'ai envie de ça. Voilà. Ah, je suis radical. Et puis, vous savez quoi? Ça me fait penser à quelque chose. Parce que, il y a un penseur allemand qui avait parlé d'histoire. Il s'appelait Karl Marx. Vous connaissez peut-être, c'est un petit penseur allemand. Il est plus connu pour d'autres théories, mais il a fait aussi une théorie sur l'histoire. Et lui, il dit un truc qui est assez dingue. Il dit, l'histoire, c'est la lutte des classes. Bon, ça, tout le monde connaît, c'est le fort contre le faible, le possédant contre le possédé, le dominant contre le dominé, très bien. Mais la discipline historique, pour lui, c'est l'apprentissage de ces dominations. On répète ce qu'il y avait avant. Et donc, quand on fait de l'histoire, en fait, on réapprend comment on était dominé avant. Alors, pour Marx, il y a à un moment donné une révolution socialiste, tout ça, bon. Et surtout,
à un moment donné, il y aura la fin de l'histoire. Parce que pour lui, à un moment donné, on va changer de monde. On va arrêter avec tout ça. On va arrêter avec cette idée de faire de l'histoire d'en haut, de l'histoire qui domine et qui déverse vers le bas. C'est plus possible. À un moment donné, ça va se casser. Et là, il y aura autre chose. Pour lui, la fin de l'histoire, ça veut dire qu'on va faire autre chose. Il ne sait pas quoi. Parce que c'est un truc qui n'existe pas encore, si vous voulez. On n'a pas encore inventé le mot pour ça. C'est pas grave. Parce qu'il y aura toujours du passé, il y aura toujours l'étude du passé. Mais comment on le fera, il ne peut pas dire. Ça n'existe pas encore. Et moi, je trouve ça génial. Ça veut dire que l'histoire n'existera plus, il y aura autre chose. Moi, je trouve ça fabuleux. En fait, c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Et c'est ce que je vous invite à faire, d'ailleurs. Si vous voulez, on peut être tous un peu marxistes ce soir et dire, allez hop, on met fin à l'histoire. C'est très simple, regardez. C'est hyper facile. On arrête l'histoire. Voilà. Parce qu'en fait, le vrai problème, il est là. Depuis le début. L'histoire, elle est singulière et elle est majuscule. Il y en a une et elle est absolue. Eh bien ça, c'est faux. Voilà. Il y en a marre de tout ça, on n'en veut plus. Parce que ça n'existe pas, cette histoire-là. On nous fait croire qu'elle existe, c'est faux. En fait, ce qui existe, c'est autre chose. Ce qui existe, c'est ça. C'est les histoires. Et ça, si on le fait maintenant, vous imaginez, il y aura ton histoire, et puis la tienne, et la tienne aussi, la mienne aussi, et celle-là. Et puis peut-être qu'il y aura des trucs en commun, peut-être qu'il n'y en aura pas. Ce qui sera trop chouette, c'est que on pourra la donner aux autres, on pourra l'expliquer. On pourra dire, tiens, toi je te donne ça, et puis toi tu me donnes ça. Et on fera celle qu'on veut, celle qui nous plaît. Ça serait chouette, hein. Et puis, je vous ai dit au début, moi, je ne veux pas être prof d'histoire. Mais être prof des histoires, ça me plaît bien. Merci.